faites bien de nous choisir, les amis de la radio-télévision Environnement et Conservation de la Nature. Nous vous saluons, vous tous qui avez toujours l'habitude de nous suivre dans votre émission Grand Angle Environnemental. Aujourd'hui, Grand Angle Environnemental s'intéresse à la question de la protection des tortues marines. Et pour en parler, nous recevons le directeur chef des sites, Marcel Collet, et qui sera accompagné de maître Honoré Tsengele. Avec eux, nous allons parler de cette question pour savoir tous les enjeux qui sont autour de cette question et puis comprendre comment quand même le processus se passe et qu'est-ce qu'il faut pour continuer encore à protéger ces tortues marines. Nous commençons d'abord avec le directeur chef des sites, Marcel Collet. Bonjour. Bonjour. Voilà, avec vous, nous allons parler de cette question sur la protection des tortues marines. Est-ce que d'abord c'est important de parler de cette question? Bien sûr. Les tortues marines sont menacées partout dans le monde aujourd'hui. Et il existe 7 espèces et toutes les espèces sont protégées et se trouvent en danger d'extinction. Celles qui fréquentent la côte congolaise, le littoral de la côte congolaise ne font pas exception. Et nous avons 2 espèces qui fréquentent assidûment le littoral pour venir y pondre. Une 3e espèce est vue de temps en temps. Et enfin, 2 autres espèces sont vues beaucoup plus rarement. Et nous faisons un effort depuis maintenant 2011. Nous avons lancé un programme pour les protéger. Voilà, un programme pour protéger. D'abord, quel est l'intérêt par rapport à la protection? L'alimentation ou simplement la beauté pour le tourisme? Les tortues marines font partie de la chaîne tropique et à ce titre, du fait qu'elles sont devenues rares et qu'elles sont nécessaires à l'équilibre des océans, à l'équilibre de la vie dans les océans, et il a paru nécessaire à la communauté internationale de les protéger parce que, comme je vous le dis, elles sont importantes à la vie dans les océans et elles contribuent donc à l'équilibre de la biodiversité océanique. Actuellement, les tortues marines qui sont protégées au niveau du littoral congolais sont la tortue luth et la tortue olivâtre principalement, mais nous les protégeons toutes. Mais celles qui viennent se reproduire sont principalement la tortue olivâtre et la tortue luth. Et évidemment, comme vous le savez, le littoral de la côte congolaise fait partie du parc marin des mangroves. Et à ce titre-là, c'est l'ICCN évidemment qui a la gestion de ces terres protégées, comme par ailleurs de nombreuses aires protégées de la République démocratique du Congo. Très bien. Alors, depuis que vous avez commencé cette activité, ça fait combien de temps que vous êtes lancé déjà dans la protection de ces tortues? Donc nous avons achevé 8 saisons. Nous rentrons actuellement dans notre 9e saison. Donc nous avons commencé en 2011 et de 2011 à 2019, donc il y a 8 saisons. Et durant ces 8 saisons, nous avons obtenu des résultats croissants d'année en année. Nous sommes partis d'abord d'un premier nid, puis nous sommes passés très vite à une 60aine de nids, puis à une 100aine de nids. Finalement, l'année passée, nous avons eu 424 nids que nous avons délocalisés. C'est-à-dire que nous patrouillons sur les 37 km du littoral congolais. Nous récoltons les œufs. Lorsque les tortues viennent les pondre, nous attendons qu'elles aient fini de pondre, qu'elles aient pu reboucher le nid afin qu'elles ne soient pas perturbées et qu'elles pensent avoir accompli, qu'elles sachent qu'elles ont accompli leur mission de façon adéquate et de façon complète. Ensuite, nous récupérons les œufs que nous allons mettre en écloserie. Ce faisant, nous augmentons fortement la quantité d'œufs qui arrivent à éclosion et le nombre de petits que nous remettons à l'eau. Et donc, d'année en année, l'activité s'est accrue et c'est ainsi que nous avons totalisé, durant les 8 saisons, maintenant, nous pouvons annoncer un chiffre qui est extraordinaire, qui est le seul chiffre qui a été fait sur toute la côte atlantique de l'Afrique. C'est 131 508 bébés qui ont été remis 508 bébés qui ont été remis à l'eau depuis 2011. Sans compter les adultes qui existaient déjà. Les adultes, évidemment, c'est eux qui viennent, les femelles viennent pondre, sachant que les mâles des tortues marines ne remettent jamais plus les pieds sur terre. En fait, une fois qu'ils sont nés et qu'ils vont à l'eau, une tortue marine, lorsqu'elle sort de l'œuf, son objectif est de retourner immédiatement dans l'océan. Donc les quelques minutes qui suivent, elle s'élance vers l'océan et une fois qu'elle est dans l'océan, elle y reste jusqu'à l'âge adulte pour les femelles et elle revient pondre, mais les mâles restent pour toujours dans l'océan.
Donc évidemment, les mâles et les femelles existaient déjà, puisque sinon nous n'aurions pas eu de ponte. Mais maintenant, en sauvegardant, en amenant de plus en plus d'œufs à éclosion et en augmentant les chances de survie des œufs, des bébés, évidemment, nous pensons que dans les prochaines années, la situation va s'améliorer. Est-ce que vous avez la possibilité d'identifier toutes les tortues qui sont dans les parcs de mangroves? Quand vous appelez identifier, d'abord parlons d'identification des espèces. Elles sont très faciles à identifier, elles ont leurs caractéristiques propres. La tortue luth est le plus grand reptile au monde. C'est une tortue qui peut peser jusqu'à 900 kg. Donc c'est énorme, c'est comme une petite, si on devait comparer, c'est comme une petite ketch. Hein, vous connaissez les voitures ketch, on peut dire qu'elles ont presque la dimension d'une petite ketch. Et donc la plus grande tortue luth qui ait jamais été pesée faisait 930 kg. Mais celle qui fréquente la côte du littoral congolais pèse en général 400 à 500 kg. Donc c'est une tortue énorme, donc facile à reconnaître. Ensuite, nous avons la tortue olivâtre, c'est celle qui vient pondre le plus souvent. Et nous avons donc eu l'année passée 427 femelles qui ont pondu sur le littoral. Mais il est clair aussi que malgré les patrouilles que nous faisons quotidiennement, chaque nuit, il peut y avoir des individus qui ne sont pas aperçus, qui ne sont pas vus. Mais nous pensons que nous captons quand même entre 80% et 90% des spécimens qui viennent pondre. Cette année sera encore meilleure. Je peux déjà annoncer qu'aujourd'hui nous avons plus de 250 nids alors que nous sommes au début de la saison. Nous avons déjà 250 nids qui ont été donc délocalisés dans notre écloserie. Donc nous pensons qu'à la fin de la saison, nous allons certainement aller au-delà de 500 nids, ce qui sera la première fois que nous dépassons le nombre de 500 nids. Ce qui va augmenter donc très fortement les chances pour ces œufs d'arriver à maturité et d'arriver à éclosion. Très bien, vous n'êtes pas le seul, vous êtes accompagné de Honoré Tsengeli, qui est de l'ONG Conservation de la biodiversité du bassin du Congo, qui co-gère avec l'Institut congolais pour la conservation de la nature le parc marin de mangrove. D'abord, quel est le plus grand apport des CBBC dans cette co-gestion? Merci beaucoup. CBBC, comme vous l'avez dit, nous sommes donc partenaires de l'ICSN et principalement donc, nous co-gérons l'aire protégée qui est donc le parc marin de mangrove. Et au-delà du parc marin de mangrove, nous avons aussi des autres programmes qui évoluent ici au niveau de Kinshasa. Entre autres, le programme ACT qui consiste donc à lutter contre les trafics illicites des espèces sauvages. Donc toutes ces activités, au fait, on les fait ensemble pour essayer d'aider l'ICSN dans sa mission qui est de conserver la nature. Vous êtes dans la lutte aussi anti-braconnage, la lutte des trafics des espèces de la faune aussi. Vous traquez aussi ceux qui font la pêche ou qui attrapent des tortues au niveau du parc de mangrove? Oui, évidemment, le braconnage existe toujours parce que même au niveau des parcs, là, il y a beaucoup de cas. Il y a même parfois des dossiers judiciaires que CBBC est en train de suivre. Donc des braconniers qu'on attrape au niveau des parcs qui au fait, violent la loi sur la conservation. Et en ce moment-là, ce sont des gens qu'on traduit en justice. Et CBBC donc doit suivre tous ces dossiers judiciaires jusqu'à obtenir les condamnations de ces braconniers. Alors, comment se passe la cohabitation avec la population locale? Parce que la population locale aussi dépend de ces milieux naturels. Hein. C'est vrai, la cohabitation n'est pas vraiment facile. Parce qu'actuellement, c'est difficile de faire comprendre à nos compatriotes congolais que ce n'est pas bon de faire le braconnage ou bien d'éliminer les espèces que nous sommes en train de protéger. Parce que pour eux, ils voient la nourriture, ils voient les choses à manger, ils voient la viande. Ils voient peut-être l'argent qu'ils peuvent attraper en vendant ces animaux qui font le braconnage. Mais pour nous, nous voyons l'avenir, le futur. Parce que nous devons aussi préserver ces animaux pour que les générations qui viennent aient quand même l'occasion de voir des tortues.
Tout à l'heure, M. Marcel a dit que la tortue lutte peut atteindre la dimension d'une voiture catch. Voilà. Alors, vous voyez tout ça, parfois ici à Kinshasa, ça va étonner les gens. C'est ça. Comment Koba a Kindegoleka voiture catch na munene. Donc, c'est tout ça qu'il faut faire pour que la population et les générations futures aient l'occasion donc, de voir tous ces animaux que nous sommes en train de protéger. Marcel, encore votre explication et les résultats que vous donnez, c'est comme si vous n'avez pas de difficultés pour gérer des tortues marines. Hein? Non, les difficultés ne manquent certainement pas. D'abord des difficultés liées non pas à la situation nationale mais internationale, c'est-à-dire la montée des eaux, qui fait que l'érosion est permanente au niveau de la côte. L'érosion côtière est permanente et elle s'accentue d'année en année. Malheureusement, c'est une situation qui est due en grande partie à la situation au niveau international, c'est-à-dire ce changement climatique qui provoque une montée des eaux. Alors je ne vais pas rentrer dans la polémique de savoir si c'est l'homme qui est à la base du changement climatique. C'est une polémique qui n'est pas vraiment intéressante en soi. Mais la réalité, moi qui suis sur le terrain déjà depuis 2011, c'est de vous dire que d'année en année, je vois l'océan monter. Et c'est effrayant. Et donc nous aimerions ici faire appel aux autorités et au gouvernement congolais pour lui demander de protéger une bande côtière conséquente, c'est-à-dire une bande côtière d'au moins 300 mètres où l'on ne pourrait pas construire, où l'on ne pourrait pas cultiver, où on ne pourrait pas faire d'agriculture parce que la flore, c'est-à-dire la végétation qui se trouve le long des côtes, est tout à fait primordiale pour préserver de l'érosion le littoral congolais. Et malheureusement, actuellement, il y a beaucoup de pression, de spoliation. Les terrains sont vendus au niveau de la côte congolaise et malgré tous nos efforts pour essayer de dissuader les récalcitrants, bien souvent, malheureusement, la chose se fait. Et pas plus tard qu'il y a 3 mois, on a coupé environ 20 hectares de flore au niveau de Tchende, au niveau d'une concession qui a été vendue. Et malheureusement, en coupant cette flore, donc on ouvre vraiment un passage à l'océan. Cette activité s'est faite dans l'aire protégée? Bien sûr, elle est dans l'aire protégée, puisque... C'est pourtant interdit par la loi. Bien sûr que c'est interdit par la loi. Donc, en fait, le littoral, la plage se trouve dans le parc marin des mangroves et la végétation qui est le long des plages est sous la responsabilité et sous la protection de l'ICCN. Mais nous avons parfois affaire à des personnes qui sont très haut placées et qui évidemment sont très difficiles à raisonner. Donc je pense que une législation qui viendrait protéger cette bande de littoral est absolument essentielle. D'autres problèmes, vous les avez abordés avec M. Honoré Senghele, c'est le problème de braconnage. Devant chaque cas de braconnage, nous déférons systématiquement les récalcitrants au niveau de la justice. Et donc nous avons obtenu jusqu'à ce jour plus de 4 condamnations. Malheureusement, souvent, ces condamnations ne vont pas jusqu'au bout parce qu'on relâche les incriminés ou bien ils s'enfuient, on les laisse s'enfuir. Mais du moins, nous sommes déterminés à aller chaque fois à faire travailler la justice, à demander à la justice de faire son travail, puisque la loi 014 qui a été promulguée en 2014 nous permet aujourd'hui, est réellement un outil qui nous permet de combattre et de lutter contre le braconnage. Et je voudrais ici dire que c'est vrai que ça peut paraître aberrant d'interdire à une population de chasser des animaux comme les tortues marines. Mais il faut savoir qu'au niveau de la République démocratique du Congo aujourd'hui, moins de 1 millième des espèces est protégée. On pourrait même dire 1/10 millième des espèces est protégée. Alors demander aux gens de protéger 0,001% des espèces et de se servir dans les autres espèces qui elles, peuvent être consommées par l'homme, je ne pense pas que ce soit excessif. Et donc, en fait, la République démocratique du Congo a également signé des engagements au niveau international. Elle a signé la Convention de Washington qui classe les animaux en 3 catégories. Et les tortues marines sont totalement protégées, comme le lamantin qui vit également dans le parc marin des mangroves. Et nous pensons avoir une des plus grandes populations du golfe de Guinée, le lamantin qu'on appelle également Ngulu Yamaza, ou bien qu'on appelle sous d'autres cieux Mamiwata, qui est un animal énorme qui vit dans l'eau
et qui méritent d'être protégés. Et donc ce n'est qu'un faible pourcentage que nous demandons à la population de protéger. Donc je ne pense pas que ce soit excessif d'exiger que la loi soit respectée. Et après tout, la loi est dure, mais c'est la loi. Ça sont des difficultés, mais vous trouvez aussi quand même les points forts ou les forces auxquelles vous vous appuyez pour continuer à protéger cette partie du littoral. Bien sûr, et c'est pour ça qu'il ne faut pas stigmatiser la population dans le sens où c'est vrai qu'il y a toujours des individus, des inciviques qui veulent aller contre la loi, mais la majorité de la population a compris l'importance de protéger les tortues marines. Par exemple, la tortue luth et la tortue olivâtre, une grande composante de leur alimentation, ce sont ce qu'on appelle les méduses. Or, les méduses dans l'océan sont des grandes tueuses de poissons et de réserves halieutiques. Donc, en régulant les populations de méduses, automatiquement, ces tortues permettent à la population d'avoir beaucoup plus de poissons. Donc, tout se lie, en fait. Dans la vie, tout est lié. La chaîne trophique est très complexe. Et donc, ces deux tortues qui sont des tortues carnivores consomment énormément de méduses, ce qui fait finalement du bien aux pêcheurs, puisque grâce à ça, ils ont plus de poissons. Donc c'est ce qui fait aujourd'hui qu'une partie de la population, une très grande partie de la population, même au niveau du Lamentin, même au niveau donc, des tortues marines, soutient notre action et comprend l'importance de l'action de protection du parc marin des mangroves. Il faut savoir que le parc a une importance capitale puisqu'il est composé de 20 000 hectares de forêt de mangroves et ces 20 000 hectares sont réellement un rempart contre l'érosion côtière. Si demain ces 20 000 hectares disparaissent, l'océan va arriver à Boma. Et ce n'est pas exagéré de le dire. Réellement, l'océan va arriver à Boma. Oui, absolument. Donc à ce moment-là, ce ne sera même plus nécessaire de faire un port en eau profonde à Mwanda, il faudra le faire à Boma. Donc, et en plus de cela, il faut savoir que non seulement elle est une barrière pour l'érosion côtière, mais elle est également une nurserie, c'est-à-dire vraiment un endroit où les poissons du littoral, donc qui fréquentent la côte congolaise, viennent se reproduire, viennent se protéger dans les racines, viennent se nourrir, où les petits grandissent, etc. Donc, si demain cette mangrove n'existera plus, on va diviser par 10 ou voire même par 100 la quantité de poissons disponibles sur le littoral congolais. Or, aujourd'hui, cette quantité de poissons est importante parce qu'elle nourrit non seulement la population du littoral, mais elle nourrit également la population de Boma, de Matadi et également celle de Kinshasa. Aujourd'hui, si on trouve des kosa-kosa, c'est grâce à la mangrove. Si on trouve certaines espèces de poissons comme la perche dorée, comme le barracuda, c'est grâce à la mangrove. Donc si demain la mangrove n'existe plus, toutes ces espèces vont disparaître et ce sera une grande catastrophe pour la RDC. Je prends souvent une image lorsque je parle aux étudiants en leur disant « Votre téléphone, si je le prends en main, que je le découpe et que je le mets dans votre assiette, vous n'allez pas le manger. » Donc, mais si on protège le parc marin des mangroves demain, vous aurez toujours des kosa-kosa, vous aurez toujours du poisson à manger, vous et vos enfants et les enfants de vos enfants. Très bien, ça c'est déjà la vision du développement durable. On aurait tenu la population agit de la sorte. Les juges arrivent quand même à libérer certains braconniers. C'est pas parce qu'ils ne comprennent pas encore profondément la notion du droit de l'environnement. Oui, bon, en fait, il est vrai que parfois les personnels judiciaires, les magistrats, parfois ils ne maîtrisent pas très bien les enjeux de la conservation ou bien des droits de l'environnement. C'est ainsi qu'on a parfois ces difficultés. On arrête les gens, on les amène là-bas. Les juges vous disent Bokangi karapo, Kangi koba, Bokangi kara parce que Kangi nyamaboy. Donc on minimise, alors que nous sommes en train de viser un peu l'avenir, le futur. Voilà. Alors, pour maintenant lutter contre cette difficulté, ce manque de compréhension, de maîtrise des enjeux environnementaux, notre structure, donc CBBC, a aussi initié notre programme qu'on appelle les Duresec. En fait, c'est un programme qui va concerner en fait, la réforme du système d'enseignement en droit. Ah bon? Nous voulons que dans toutes les universités congolaises, qu'on arrive en fait, à mettre en valeur, non seulement un cours, à insérer même un département de droit de l'environnement. Très bien. Ce département donc, sera chargé de former les futurs juristes en droit de l'environnement. Voilà. Ce qui voudrait dire que donc, si notre projet aboutit, parce que c'est déjà en cours,
si le projet aboutit donc dans les 1 année qui suivent, on va donc commencer par l'université de Goma, et ensuite l'université de Kinshasa, et on va circuler ça et là. On va donc créer ce département des droits de l'environnement qui aura pour mission donc de créer des futurs juristes, magistrats, avocats, tout ça, mais qui ont la maîtrise les droits de l'environnement, qui comprennent pourquoi il faut protéger tel animal, comment il faut traiter les braconniers, c'est qu'on arrête donc qui détruisent ces animaux. Alors, donc là, du moins, la répression sera plus efficace. Voilà. Et plus la répression est efficace, plus aussi ça va faire peur au niveau de la population, de nos compatriotes. Hein, parce que comme a dit Marcel, en fait, tout ça n'a pas été belé ou tokoki kolia. Kaka mandambu wana ou bapekisa yangwana kaka bachaka misu. Hein, mais pourquoi Bangombe Zali, Bataba, tout ça. Ça ne veut pas dire que la sensibilisation sur l'éducation relative à l'environnement ne passe pas souvent. C'est comme ça qu'ils comprennent ça de la sorte et ils agissent de cette manière. Voilà, sensibilisation, éducation, tout ça. Vous aussi de la presse, vous faites un grand travail. Mais le problème aussi, il est vraiment à grande échelle. Hein. Voilà. C'est tous les pays. Bon, vous ici, vous faites ça. Peut-être qu'ailleurs aussi, bon, il y en a qui font, mais la population n'est pas vraiment attentionnée à ce que nous disons. Voilà. Parfois, ils ne suivent pas bien les émissions qui concernent l'environnement. Voilà. Donc, c'est une difficulté qu'on a. Alors, mais du côté éducation, du moins, nous sommes en train d'y travailler. Comme je vous ai dit, nous avons commencé au niveau des universités. Voilà. Je connais aussi quelques ONG qui font cette sensibilisation au niveau des écoles primaires, même déjà ici à Kinshasa. Et parfois, nous partageons ensemble avec eux, étant donné que nous marchons dans le même objectif. Et ils font ça au niveau des primaires et des secondaires. Nous avons entamé au niveau des universités parce que nous visons donc la formation des futurs juristes qui vont maîtriser les droits de l'environnement. Donc, c'est vraiment un travail qui est à faire, vous et nous. Voilà. Donc, on doit toujours se serrer la main pour que le travail avance. Effectivement, nous vous rappelons que vous êtes en train de suivre votre émission Grand Angle Environnemental où nous parlons de la question liée à la protection des tortues marines. Et particulièrement, nous sommes intéressés à la partie littorale de la République démocratique du Congo. Et ici, sur le plateau, vous découvrez déjà Marcel Collet qui est le chef de site du parc marin de Mangrove et Honoré Tsegel qui est de l'ONG CBBC. Avec eux, nous échangeons de cette question pour vous communiquer encore beaucoup plus d'informations. Marcel, je reviens à vous. Vous voyez tout ça. Dernièrement, vous avez organisé une conférence non seulement pour sensibiliser certaines couches plusieurs couches de la population, mais aussi c'est pour attirer l'attention même des autorités à prendre en considération la protection des tortues marines. Mais au sein de la conférence, nous avions trouvé même des grandes personnes que nous pouvons appeler des intellectuels, vous poser des questions lié à la protection de disant que pourquoi on doit protéger un animal alors que les gens meurent de faim. Ça vous fait quoi quand vous entendez tout ça? Bien, comme je l'ai répondu dans la conférence, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est qu'une petite partie des espèces que l'ICCN protège, en cela, en fait, ce n'est pas la décision propre à l'ICCN, ce sont des conventions signées par le gouvernement congolais, ce sont des décisions du gouvernement congolais. Pourquoi protège-t-on l'okapi aujourd'hui ? Pourquoi protège-t-on le gorille de montagne, l'éléphant, le bonobo? Ce sont des décisions qui sont prises non seulement au niveau international, mais qui le sont également au niveau national. Donc ces espèces sont inscrites dans ce qu'on appelle les registres des espèces protégées. Mais encore une fois, ce n'est qu'un tout petit pourcentage infime de toutes les espèces qui vivent au Congo. Et comme j'ai l'habitude... Les gens viennent toujours puiser sur cette petite pourcentage, je pense... alors que les plus grands pourcentages est ailleurs où ils peuvent se lancer pour aller... Dernièrement, depuis quelques mois, en faisant la vulgarisation, je me suis rapproché d'une comparaison. Voilà. Et je pense que c'est dans la nature même de l'homme. Et la comparaison que j'ai faite, c'est avec le récit de la création et du jardin d'Éden. Ouais. Vous savez bien que dans la Genèse, Dieu dit à l'homme, tu peux manger de tous les fruits de ce jardin, mais il y a un fruit défendu que tu ne peux pas consommer. Ouais. Et donc, l'homme, on dirait qu'il va toujours faire ce qui est défendu. C'est comme s'il était attiré. Et voilà. C'est comme s'il était attiré par un aimant, par ce qui est défendu. Et donc, c'est la même chose. Donc, on n'a pas changé depuis Adam et Ève. J'ai l'impression que nous n'avons pas changé puisque. Parfois, c'est pour rien qu'on a. Nous continuons à agir de la sorte. Il y a beaucoup d'animaux qu'on peut manger, mais on veut seulement ce qui est interdit. Certains diront que il y a une tortue, c'est beaucoup de kilos. Quelqu'un a du poisson, mais il veut la tortue. Pourquoi
Peut-être que la tortue coûte plus que les poissons. Hein. Non, ceux qui en mangent en tout cas ne disent pas ça spécialement. Ouais. Mais même si c'était le cas, je pense que tout citoyen congolais doit montrer également son civisme. Ouais. Et son civisme, c'est quand même respecter la loi. En fait, je prends aussi une comparaison. Je dis toujours que l'ICCN, elle est comme les roulages pour la route. C'est-à-dire que l'ICCN n'a pas fait les aires protégées. C'est le gouvernement congolais qui a créé les aires protégées. Et elle a pris l'ICCN, qui est son établissement public destiné à cela. Elle a pris l'ICCN en disant « ICCN, toi, tu es le gardien de mes aires protégées, tu fais appliquer la loi. » Tout comme sur la route, on prend les policiers de la route, on leur dit le gouvernement lui dit tu fais appliquer la loi sur la route. Eh bien, nous sommes les roulages des aires protégées. Et nous ne faisons que faire appliquer la loi, simplement. Et si le gouvernement a jugé que certaines espèces devaient être protégées, c'est parce qu'il y a des études scientifiques qui ont été faites. C'est parce qu'il a compris que c'était d'une importance capitale pour le futur, pour son économie, parce que demain, ces espèces vont attirer également des visiteurs, vont attirer des touristes qui peuvent également booster l'économie. Quoi qu'il en soit, nous avons, à tous les niveaux, tout citoyen congolais a le devoir de faire preuve de civisme. Voilà, Marcel, lors de la conférence, vous avez présenté les menaces liées à la partie littorale et certains scientifiques ont quand même pu démontrer que la partie littorale n'avait pas au départ 37 km. Au départ, c'était 44, aujourd'hui 37 km. Donc vous avez pleinement raison que l'océan va continuer encore d'avancer. Vous avez fait aussi un parallélisme en comparant la forêt de Mayombe, aujourd'hui, qui est presque déjà disparue. Et vous dites que si nous ne prêtons pas attention, nous allons perdre toute cette partie qui nous donne accès à l'océan. Alors, quelle est l'approche qu'il faut maintenant appliquer pour que les autorités comprennent ce qu'on a en face comme des grandes menaces? Mais pour que les autorités comprennent, il suffit simplement qu'un papa responsable qui est chez lui regarde ses enfants. Moi, je lui demande simplement ça. Toute personne qui a une autorité dans ce pays, lorsqu'il sera chez lui le soir, lorsqu'il va regarder cette émission, qu'il puisse regarder ses enfants. Et en regardant ses enfants, qu'il puisse se poser la question, qu'est-ce que mes enfants vont manger demain? Qu'est-ce que mes enfants vont manger demain? Comme vous l'avez fait remarquer, j'ai eu l'occasion d'aller dans la forêt du Mayombe dernièrement. Et j'étais à Tchela pour un atelier. Et je me suis fait un peu l'avocat du diable en allant d'échoppe en échoppe où on vend la viande de chasse sur la route. Et j'ai demandé pour acheter du singe. Et les gens m'ont dit, il n'y a pas de singe, il n'y a plus de singe. Voilà. Et j'ai demandé pourquoi y a-t-il plus de singe. Ils m'ont dit, mais parce que nous avons tout chassé déjà. Et effectivement, vous ne trouvez plus de singes sur les étals. Vous trouvez encore un peu de sibiliki, de temps en temps peut-être un peu d'antilope, mais les singes c'est fini, parce que le singe c'est l'animal qu'on tue le plus facilement dans la forêt, puisqu'il est dans les arbres, vous êtes au sol, vous le voyez facilement. Vous voyez beaucoup plus difficilement l'antilope qui est caché derrière l'arbre. Donc on est en train de vider réellement les forêts. Les forêts, aujourd'hui, il n'est pas du tout exagéré de dire que les forêts de la République démocratique du Congo ont été vidées de 80% de leurs animaux. Or, la forêt, demain, si elle n'a pas les animaux, ne va pas survivre, parce qu'elle a besoin des animaux pour continuer à se reproduire. Les animaux mangent les graines sont... avec les déjections, les graines retombent sur le sol. Elles ont besoin de passer parfois dans l'estomac d'un animal pour pouvoir germer. Et donc, demain, s'il n'y a plus les animaux, c'est fini. Voilà, Marcel, vous avez le parc des mangroves au niveau de Mwanda. Vous avez organisé une conférence ici à Kinshasa. D'abord, quel a été le but de la conférence et pourquoi délocaliser la conférence de Mwanda à Kinshasa? Bien, le but de la conférence était d'abord, vous savez que Kinshasa est une grande ville et qu'il fallait faire connaître notre activité. Il fallait faire savoir maintenant, au bout de 8 années, au bout de 8 saisons, il fallait commencer à exploiter nos résultats, à les faire connaître, à faire connaître notre action. Donc il était important qu'on vienne à Kinshasa, où sont les décideurs, où sont également les sociétés qui peuvent nous aider. Et le but était clairement aussi de chercher auprès des sociétés un soutien financier, parce que évidemment l'activité est allée d'année en année, donc il y a eu une croissance exponentielle de l'activité. Qui dit croissance de l'activité dit aussi croissance des dépenses. Et qui dit croissance des dépenses dit aussi qu'il faut trouver des fonds pour pouvoir assumer ces dépenses. Donc nous avons de plus en plus de personnel. Nous prenons, et ça c'est un avantage, nous prenons tous nos éco-gardes qui sont
qui sont dédiés à la lutte, donc à la protection des tortues marines. Ils sont au nombre de 40 chaque saison, sont pris dans les communautés locales. Donc pendant les saisons de protection, il y a 40 personnes qui sont employées par l'ICCN et qui sont prises dans les communautés locales pour pouvoir nous assister et assister nos propres gardes à protéger les tortues marines. C'est une activité qui n'est pas négligeable et qui apporte également un petit plus à l'économie locale. Et vous savez, l'économie, ce sont des petites rivières ce sont des petits ruisseaux qui font des rivières et qui finalement font des grands fleuves. Et nous avons besoin de donations, de petits ruisseaux aussi qui font des rivières et qui font des grands fleuves pour que demain nous puissions continuer à assurer la protection de ce très beau parc qui ne subit non pas seulement des pressions au niveau des tortues marines, au niveau du Lamentin dont nous avons parlé, mais également au niveau de la forêt qui est coupée parce qu'aujourd'hui il y a 200 000 habitants dans le territoire de Manda. Ça veut dire 200 000 personnes qui ont besoin de charbon de bois pour faire la cuisine. Donc on vient couper la mangrove pour pouvoir faire du charbon de bois. Il faut trouver des solutions. Il faut amener, et j'ai eu l'occasion de parler devant un parterre de députés, il faut amener les sociétés qui sont sur place à exploiter le gaz, à le mettre en bouteille, à le commercialiser pour que la population puisse avoir vraiment une alternative réelle qui va l'éloigner du bois, qui va l'empêcher de continuer à utiliser le charbon de bois pour cuisiner. Voilà, Honoré Tsengele, si on peut déjà faire une évaluation mi-parcours de CBBC dans la co-gestion avec l'Institut congolais pour la conservation de la nature, qu'est-ce que nous pouvons retenir? En tout cas, l'évaluation est très positive. Nous avons vraiment abattu un grand travail. Et à cela, nous n'avons pas vraiment réussi des appuis très consistants ou des financements convenables, mais le travail est tellement vaste que c'est comme M. Marcel l'a dit. Entre autres aussi, l'objectif de la conférence est d'attirer aussi l'attention de ceux qui peuvent nous appuyer, qui peuvent nous financer. Voilà. Nous avons réalisé plusieurs arrestations, plusieurs dossiers judiciaires nous avons suivis. Et tout cela, c'est grâce parfois à des contributions des membres de CBBC ou bien à quelques partenaires que nous avons qui nous appuient. Voilà. Mais le travail est tellement vaste que nous n'avons pas encore atteint les autres provinces. Voilà. Parce que comme je vous l'avais dit, CBBC a une dimension nationale et même régionale. Donc nous devons aussi nous étendre ailleurs. Mais comme les moyens ne permettent pas, on travaille d'abord au niveau local. Alors, au niveau de Mwanda, comme vous voyez, c'est là que se trouve notre siège social. Ouais. Donc, la base de nos activités, c'est là-bas à Mwanda. Et M. Marcel qui est là, donc, est le chef de site donc, de ce parc marin. Et peut-être à la longue, on devra aussi organiser des tourismes, tout ça. Ouais. Mais en tout cas, il y a plusieurs activités que nous avons déjà réalisées. Et beaucoup encore reste à faire. Voilà. Je vous ai parlé du programme EduRESEC ici. Donc, nous visons la création des départements des droits de l'environnement dans les universités congolaises pour la formation des juristes qui auront la maîtrise du droit de l'environnement. Voilà. Donc tout ça, c'est des projets qui nécessitent vraiment le soutien des grands partenaires pour que ça réussisse. Donc le travail est vraiment très positif et nous y croyons, c'est comme ça que nous continuons d'avancer, espérant que notre cri va aussi atteindre les personnes bien disposées. Le cri est entendu par tous les partenaires qui vous écoutent. Marcel, je reviens à vous. Vous nous parlez de l'attraction touristique du parc marin des mangroves. Le parc marin des mangroves a une attraction fabuleuse. Faire une promenade, d'abord, la visite se fait par bateau. Et donc, pénétrer la forêt des mangroves, c'est une expérience unique. Je vous encourage à le faire un jour. C'est une forêt exceptionnelle. C'est une forêt qui est perchée sur l'eau. Les palétuviers sont des arbres qui sont perchés sur leurs échasses, des échasses en forme d'arceau, en forme d'arc. Et toutes les personnes qui viennent visiter le parc des mangroves, toute personne est émerveillée de voir ces arbres fabuleux, ces arbres extraordinaires et ce biotope qui est exceptionnel, où il y a une multitude de biodiversité, de petites biodiversités, une multitude de crustacés, d'insectes, mais de petits animaux, de petits mammifères, d'oiseaux. Et évidemment, il est fortement menacé, mais nous espérons que en continuant à faire de la sensibilisation, à sensibiliser également les décideurs du pays, nous pourrons vraiment faire de ce parc une attraction touristique. Parce que nous ne devons pas oublier qu'une des motivations de la création du parc était, je cite, exactement
l'encouragement du tourisme sur l'axe Kinshasa-Océan. Donc c'était vraiment créer un axe touristique Kinshasa-Océan. Et donc l'océan, vous savez que c'est un énorme attrait. Donc nous n'avons pas seulement la forêt des mangroves, mais nous avons également l'océan. L'océan qui est un attrait exceptionnel pour l'homme. L'homme aime se retrouver au bord de l'océan. Et à ce sujet-là, j'ai attiré l'attention sur une très grande menace qui pèse sur les plages aujourd'hui. C'est que si nous continuons, si les choses continuent à se perpétrer comme elles le sont aujourd'hui, demain, dans 20 ans, le Quinois qui quittera Kinshasa pour aller visiter l'océan de son pays, le littoral de la RDC, devra frapper aux portes des propriétaires des Lupango pour pouvoir voir l'océan parce que tout va être muré d'ici là. Et je suis désolé de le dire, mais j'ai très peu de moyens de lutter contre ça puisque la majorité des personnes qui s'adonnent à ce genre de comportement sont des personnes qui ont une certaine importance au niveau de ce pays. Alors, les conditions pour accéder au parc marin des mangroves? Alors, vous devez quitter Kinshasa soit par la route, donc il y a d'abord la voie aérienne, donc il y a des vols qui ont lieu actuellement 3 fois par semaine qui font Kinshasa-Mwanda, ça c'est une solution. La deuxième solution, c'est de prendre la route, donc de faire Kinshasa-Matadi, Matadi-Boma et Boma-Mwanda. Et donc, nous n'avons que ces 2 solutions actuellement qui sont la voie aérienne et la voie routière. Voilà. Dès qu'on arrive au niveau du parc, on entre, comme vous avez quitté Kinshasa, vous arrivez là, vous entrez, pas de problème. Ah non, vous devez d'abord contacter les bureaux de l'ICCN sur place. Ouais. Hein, vous savez que dans toutes les aires protégées... Les conditions ne sont pas quand même compliquées. Non, les conditions ne sont pas du tout compliquées. Et vous contactez donc le bureau de l'ICCN sur place qui organisera votre tour. Ouais. Et évidemment, comme dans tous les parcs de la RDC, il y a un droit d'entrée à payer, puisque c'est quelque chose qui est reconnu qui nous permet aussi de financer nos activités. C'est inscrit dans les statuts de l'ICCN et dans la loi. Mais cela est raisonnable et cela permet aux gens de visiter le parc. Ce que vous suivez, vous pouvez comprendre que le parc des mangroves a principalement des espèces de tortues et de lamantins. Il n'y a pas d'autres espèces aussi qui frappent les regards des touristes? De nombreux crustacés. Voilà. Donc énormément d'espèces de crabes de toutes couleurs. Il y a également des oiseaux, de nombreux oiseaux qui fréquentent la mangrove. Et nous avons également des colonies de singes dans la mangrove. Même si celles-ci sont parfois fortement menacées, mais nous faisons un gros effort depuis 6 ans pour pouvoir les protéger. Donc nous avons des singes qui sont visibles dans la mangrove également. Et je pourrais citer également un poisson spécifique et assez spécial, qui est un poisson qui sort de l'eau, qu'on appelle le Periophthalmus. Le Periophthalmus est un poisson assez original puisque c'est un poisson amphibie, c'est-à-dire que de temps en temps il sort de l'eau et il chasse sur les berges. Donc c'est une curiosité également à voir. Nous avons encore les quelques derniers hippopotames de l'embouchure. Nous avons probablement encore aujourd'hui une douzaine d'hippopotames que nous surveillons. Voilà. Alors, ceux qui arrivent, les touristes qui arrivent là, trouveront-ils des logements au sein du parc? Oui, Mwanda maintenant possède de nombreux hôtels de toutes catégories. Vous avez, ça va de l'hôtel de luxe jusqu'à l'hôtel bon marché. Donc il y a de nombreux hôtels, ça ne pose vraiment aucun problème. Et au sein des parcs? Dans le parc, nous n'avons pas actuellement d'endroit où loger les touristes. Nous avons un petit lodge, mais tout à fait en matériaux tout à fait locaux, qui est dans le cœur de la mangrove, mais qui permet de passer facilement une nuitée de façon relativement agréable. Mais vous y pensez quand même pour améliorer quand même les conditions touristiques? Oui, nous pensons que dans un avenir relativement proche, nous pourrons trouver des solutions pour créer un lodge. Nous avons un partenaire pour le moment qui est intéressé. Nous attendons à ce qu'il puisse mettre en œuvre cette idée de créer un lodge flottant. Mais toutefois, dès aujourd'hui déjà, s'il faut passer une nuitée dans la mangrove, c'est possible. On peut également passer une nuitée ou 2 nuitées sous tente. Nous organisons toute la logistique pour vous faire passer une nuitée sous tente. Vous pouvez également loger dans un village. Parmi les villageois, c'est une possibilité également. Donc il y a plusieurs possibilités pour... Donc au sein du parc, il y a aussi des villages?
Malheureusement, je dirais heureusement et malheureusement, c'est-à-dire que dans la zone A, le principe est qu'il ne devrait y avoir aucun village, mais nous avons en bordure de la zone A, non pas dans le cœur de la zone A heureusement, mais en bordure de la zone A, nous avons quelques villages qui sont perchés sur des coquilles d'huîtres, ce qu'on appelle des coquilles d'huîtres, qui sont en fait des palourdes d'eau douce. Et donc ce sont des villages où on exploite ces palourdes, qu'on appelle la babiboite. Et quand vous arrivez, c'est assez impressionnant. C'est aussi un contentement pour les touristes de voir ces cases qui sont vraiment perchées sur des montagnes de coquilles qui ont été exploitées là depuis des décennies. Jusqu'où va la cogestion du parc marin de mangrove entre l'ICCN et CBBC? La cogestion doit continuer parce que le travail que nous sommes en train d'abattre est vraiment très important. Nous profitons aussi peut-être pour attirer l'attention des autorités, hein, ouais. Parce qu'il y a une certaine faiblesse de la part du gouvernement et même des autorités de financer les activités liées à l'environnement. Ouais. Hein, vous voyez d'abord les budgets qu'on accorde au ministère de l'Environnement et dérisoires. Bon, l'ICCN aussi n'est pas inclus dans les budgets nationaux. L'ICCN vit plus de l'apport des partenaires extérieurs. Bon, dans le fonctionnement des ONG aussi, hein, vous avez écouté M. Marcel ici, donc il y a seulement quelques partenaires extérieurs à l'État qui apportent leur appui pour que l'ONG puisse protéger le parc. Donc les autorités doivent prendre en main cette responsabilité. Mais qu'est-ce qui fait que les partenaires externes comprennent plus mieux que l'autorité, que le gouvernement congolais? Voilà, c'est là justement la question. Nous devons nous poser la question. Pour Nanine Kakabapaya, Bazarana Motema Malambo, Yagoyago Sungabiso, Yagobatela, Zamba Nabiso, Yagobatela Banyama Nabiso, alors que nous-mêmes nous négligeons. Donc c'est vraiment une culture qu'il faut maintenant faire connaître auprès des enfants, des autorités et tout le monde. Donc nous devons d'abord nous prendre en charge. Parce que bon, c'est pas toujours très agréable, mais c'est la main qui donne, comme on dit toujours, est toujours supérieure. Oui, donc parfois nous sommes soumis à leurs conditions, à leurs exigences. Alors que si c'était l'argent de l'État, tel que le tourisme qui dit là, c'est aussi une source de revenus pour l'État. Donc, l'État n'a pas besoin activités, même l'État a créé tout ça, créé activités à tourisme, il y a sport, il y a tout ça. Bon, ils ont quota, ils ont un budget à l'État. Mais malheureusement, au moment de l'État, on se contente de minerais, tout ça. Il y a beaucoup d'activités qu'on fait, même le tourisme là. Donc, très bien, votre voix est entendue. Marcel, vous parlez très bien lingala. Vous avez un message vraiment lancé parce que ce n'est pas tout le monde qui a suivi et qui comprend mieux le français. Certaines personnes comprennent l'anglais et lingala. Oui. Mais vous avez un message à lancer sur d'abord la partie littorale de la République démocratique du Congo, précisément dans le Congo central. Tout ce que vous avez comme un message à lancer, même à la petite population, vous pouvez le faire. À Lingala, comme en Swahili. Il peut parler Swahili. Comme nous sommes à Kinshasa, la fois prochaine, il va lancer en Swahili et à Kikongo. Oui, la RT qui a suivi toute la RDC. Donc, voilà. Voilà. Tango bakokola, bazana iloko ya kulia, il faut to batela bazamba. Biloko toliaka. Ezala yo, ezala ngai, ezala mutu nyonso na mokili biloko toliaka eutaka zamba. Ezala poto loni yango, ezala poto eleve yango, tobokoli yango, ezobima zamba. Soki obateli zamba te, obebisi zamba, obebisi ndako na yo, obebisi frigo na yo, obuki yango penza. Obuki na wenze na yo. Obuki yango penza. Soki nakanisi ezali eloko makasi te mpona comprendre, mpona koyeba yango ezali eloko makasi te. Donc biso tokokende tokoli topusani na age ndenge olobaki yo kokontinue kolia no pondu kino kokufa mais biso bato toza nano bagene est ce kokosipote kolia pondu nazomituna est ce que lobi pondu ekozala mpona bana na bino lobi est ce que bokokontinue kolia mbisi lelo soki otali soki okanisi penza c'est une réflexion que je demande à chaque Kinois et loko zanakati et les anakati ya sani na yo pourcentage boni ezouta étranger pourcentage boni ezouta mboka siko soki bapaya
bakati balobi biso tozotinda lisusu tolingi kuteka biloko na biso te ya kolia parce que bango pe bazangi siko bokolia nini awa kokufa mubimba yango wana tokokufa nzala beba Thomson il faut euta musika tout ça. Vous êtes directeur chef de site des parcs marins de mangrove. Vous avez un dernier mot parce que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Mais le dernier mot, je vais traduire ce que je viens de dire en lingala, c'est-à-dire conservons pour être conservés, conservons pour conserver nos enfants, conservons pour conserver nos petits-enfants, pour préserver la vie et pour que la vie continue à se répandre et à bien disons, à fleurir sur cette terre. C'est notre devoir, c'est ce que finalement Dieu nous demande dans la Genèse. Marcel Collet, je rappelle encore que vous êtes chef des sites des parcs marins de mangroves. La RTR Tropicana vous dit merci pour votre disponibilité. Je vous remercie infiniment. Honoré Tsengele, vous êtes aussi de l'ONG CBBC. La RTR Tropicana vous dit un grand merci d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup et comme on est habitué, on pourra encore organiser d'autres dans le cadre de sensibilisation. Très bien, la porte est grandement ouverte. Et dès que vous êtes disponible, faites-nous signe. Nous allons encore de nouveau revenir sur des questions aussi importantes. Vous avez bien compris que c'est déjà la fin de votre émission Grand Angle Environnemental qui vous a parlé de la question de la protection des tortues marines. Où nous sommes intéressés plus aujourd'hui sur la partie littorale de la République démocratique du Congo où se trouve le parc marin de mangroves. Nous avons reçu Marcel Collet et qui était accompagné aussi de l'honoré Tsengel de l'ONG CBBC. Si vous avez aimé, dites merci à Junior Selemani, dites merci à Joël Bengo, dites merci à Kale Mwanza pour Apa, à Joe Bassay et à Rodrigue Bonda. Et quant à moi, je vous retrouve dans le prochain numéro. Jusque-là, portez-vous bien. Au revoir.